Babelut. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Babelut. Pour notre émission du mois de février 2023, vous l'aurez remarqué, la température joue avec nos nerfs. Nous avons donc voulu profiter de cette période propice aux maladies saisonnières, les grippes, les rhumes, les coups de froid, les coups de fièvre, les pertes d'énergie et autres dépressions pour vous parler de l'aromathérapie. Une médecine douce qui nous vient tout droit de Mère Nature, à l'efficacité impressionnante. L'aromathérapie utilise les principes actifs présents dans l'essence même des plantes pour soigner divers maux. L'histoire de cette médecine remonte à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. On en trouve des traces dans toutes les civilisations anciennes. Chinoises, égyptiennes, babyloniennes, grecques, romaines et bien d'autres encore. Mais la grande révolution pour cette médecine a eu lieu avec l'invention de l'alambic par Abu Jaber al-Hayyan, dit Geber, un chimiste perse du 8e siècle. Son alambic a permis d'extraire par distillation l'essence contenant les principes actifs des plantes. Aujourd'hui, à l'ère d'un retour vers plus de nature dans nos vies, pour remplacer les médicaments issus des laboratoires jugés trop forts, trop synthétiques, trop radicaux, mais aussi parfois par méfiance de ces multinationales qui regardent avant tout les bénéfices financiers de leurs médicaments, avant leurs bénéfices santé. Pour en parler, aujourd'hui nous avons la chance d'échanger avec deux spécialistes de l'aromathérapie, Lilo et Lydia. Elles vont être interviewées par Fatia, Myriam, Rosario, Fanny et Wilfried. Bonjour, je m'appelle Myriam. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Lilou, je suis aromathérapeute. Depuis bien longtemps, je me suis intéressée aux plantes et leurs bienfaits. Je me suis toujours intéressée par les propriétés des plantes médicinales et j'ai voulu partager mon savoir. Bonjour, moi c'est Fatia. Comment définissez-vous l'aromathérapie? L'aromathérapie, pour moi, est la séance qui fait référence aux huiles essentielles d'une part, mais également aux hydrolats. Les hydrolats et les huiles essentielles, on les obtient par distillation d'une plante. Et il y a des plantes qui nous fournissent une certaine quantité importante d'huile essentielle et d'hydrolats. D'autres plantes, ça devient une denrée très rare. Si vous distillez une rose, par exemple, vous devez utiliser presque 5 tonnes de pétales pour pouvoir obtenir 1 kilo d'huile essentielle de rose. Donc c'est pour ça aussi que les prix peuvent être très variables, etc. L'aromathérapie, c'est vraiment une forme de thérapie. Tous les soins se font à base des huiles essentielles et des hydrolats. Et on peut y ajouter évidemment des huiles végétales et d'autres outils. Comment choisir une bonne huile essentielle? C'est une très bonne question, parce que ça veut dire, c'est vrai, pour monsieur tout le monde, c'est pas évident à choisir, parce que on sait pas tout le monde n'est pas expert du domaine. Néanmoins, il y a certains critères. Donc, je recite la rose. Ça veut dire, imaginez que vous avez besoin de 5 tonnes de pétales pour produire 1 litre. Le prix est un critère. Vous pouvez pas après vendre 10 millilitres à 10 €. C'est impossible. Donc, une huile essentielle peu chère, c'est déjà C'est souci. déjà un souci, parce que ça veut dire quelque part il y a quelque chose qui joue pas. Et puis les falsifications, ils sont très nombreux, parce que ça veut dire aujourd'hui, on peut le dire très clairement, la quantité d'huile essentielle sur le marché mondial, je parle mondial, pas juste la France ou l'Europe, qui est vendue est peut-être 10 fois supérieure à la quantité produite. Donc il y en a quand même beaucoup de huiles essentielles qui ne sont pas des huiles essentielles, qui sont faites de substances de parfumerie synthétiques, etc., ou certaines substances rallongées. Après, ce n'est pas uniquement ça qui est un critère. Regardez, c'est un peu comme un bon vin. Vous pouvez avoir un vin, le litre, à 3 € et vous pouvez voir un grand cru.
Alors, comment choisir? C'est vrai que l'outil reste quand même le nez dans le cas de l'aromathérapie. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont pas sentir la différence au niveau olfactif. Mais je dirais, il faut toujours s'adresser à quelqu'un qu'on ressent comme expert du domaine. Parce que justement, la différence se sent. Oui, très souvent, oui, mais pour l'expert. J'ai fait des tests dans mes cours. Ça veut dire, au moment donné, j'étais un peu naïf. Je pensais, si je fais sentir à quelqu'un un pain sylvestre synthétique et un pain sylvestre naturel, il va évidemment choisir le pain sylvestre naturel. En tout cas, il fera la différence. Voilà. Ils ont fait la différence, mais ils préféraient le synthétique. On est tellement formaté par les odeurs synthétiques, par les produits de nettoyage, par les produits cosmétiques, par les shampoings, par les gels douche, etc., c'est que notre nez ne reconnaît plus le naturel, en fait, comme à privilégier. Parce qu'on est trop habitué au synthétique. Par contre, ce que j'ai vu, des gens qui ont l'habitude d'utiliser des huiles essentielles de qualité, qui sont vraiment pures, qui sont vraiment naturelles, effectivement, avec le temps, ils ne supportent plus les parfums de synthèse. Donc, eux, ils vont aller dans l'autre direction. Avec l'aromathérapie, est-ce qu'on peut s'auto-soigner? Non. Il y a des conseils qu'on peut donner aux novices. Ça veut dire qu'il y a des conseils quotidiens qui vont tout à fait peut être adoptés par tout le monde. Ça, c'est pas... Mais il y a des précautions à prendre, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit, quand on achète une huile essentielle, c'est important de s'adresser à une personne qui est professionnelle du domaine et qu'on sent en fait qu'elle a cette connaissance et qu'elle peut nous guider de manière correcte. Peut-on tout soigner avec les huiles essentielles? Non, malheureusement, on ne peut pas tout soigner avec l'aromathérapie parce qu'il y a, par exemple, les cancers, etc. Il faut respecter la médecine moderne. Mais principalement, qu'est-ce qu'on peut soigner principalement avec l'aromathérapie? Donc, tout ce qui est rhume, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est migraine, tout ce qui est rhumatologique, tout ce qui est musculaire et le bien-être de l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est dépression. Quelle huile essentielle il faut absolument avoir à la maison? L'huile essentielle de la lavande vraie. Pourquoi? Parce que ça traite beaucoup de choses. Tout ce qui est problème de peau, psoriasis, eczéma, tout ce qui est purulent, c'est un très bon cicatrisant, régénérant de la peau. C'est aussi, ça travaille sur tout ce qui est problème de stress, nerfs, problème de sommeil. Aussi, en général, c'est un très bon tonique du système nerveux. L'huile essentielle de synthèse a-t-elle aussi des propriétés? Probablement aucune, ou même nocif, ou toxique. Hein. Carrément. C'est une pollution, hein. Ça veut dire, ça peut être des perturbations. Il y a eu des fois des messages qui ont été véhiculés dans les médias. Attention, il ne faut pas utiliser l'huile essentielle telle quelle, parce que perturbateur endocrinien, etc. Et quand on va aux sources de l'information, on voit que en fait, les tests ont été faits sur des huiles essentielles qui ne sont pas dignes de ce nom. Voilà. Si on prend du naturel, on risque a priori pas grand-chose. Non, sauf que si c'est des huiles essentielles qui ont un impact hormonal, mais à ce moment-là, on le sait. Est-ce que le pays d'origine est à prendre en compte dans la qualité d'une huile essentielle? Bien sûr, parce que chaque pays a sa propre vibration, a sa propre énergie, a son empreinte, en fait, sa signature, si on veut, en quelque sorte. Et des fois, même le pays d'origine ne va pas forcément produire les mêmes molécules aromatiques parce que le climat ne sera pas identique, la qualité de la terre ne sera pas identique. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Hein. La qualité dépend de beaucoup de critères. Hein. Ça veut dire, même si je reviens sur l'histoire de qualité, vous prenez une lavande fine. Qui ne connaît pas la lavande en France? Tout le monde connaît la lavande. Mais il y a des différences de qualité invraisemblable, même dans la lavande sauvage fine. Parce que si vous la distillez, vous l'avez cueillie à 1600 mètres d'altitude, ce n'est pas la même qualité si vous faites la cueillette à 1000 mètres. Biochimiquement parlant, ce n'est plus la même huile essentielle. Quelle est la différence entre une huile essentielle qui vient d'une plante sauvage et celle qui vient d'une plante de culture? On sait définitivement les huiles essentielles, ce qu'il faut dire, les plus fortes, celles qui ont vraiment de la puissance, c'est les sauvages. Hein, ça veut dire c'est ceux qui ont poussé librement dans la nature, sans manipulation extérieure, etc.
c'est aussi les plus résistantes. Hein, Elles sont donc plus puissantes. Et ils ont un côté plus puissant, définitivement. Ça veut dire qu'ils ont une énergie qui est vraiment supérieure. Après, évidemment, la culture biologique. Mais là aussi, je dis attention, parce que j'ai pu constater des fois, même en culture biologique, certains producteurs, ça devient carrément des industries où après, OK, c'est une culture biologique, mais dans la distillation, ils utilisent un appareillage qui distille trop rapidement et qui détruit de nouveau des parties précieuses de la plante. Donc, j'ai vu qu'il y a des fois des fournisseurs d'huile essentielle qui jouent sur le label bio, mais en définitive, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. C'est important finalement de considérer la pathologie comme l'expression d'un tout avant de se pencher sur l'aromathérapie et sur l'outil en lui-même. Je dirais que oui, mais c'est comme toutes les médecines, je dirais, holistiques aujourd'hui. Alors, juste pour finir mon petite histoire d'aromatogramme, ce qu'on a pu constater, observer d'une manière très évidente, le germe peut être identique, mais ce n'est pas toujours les mêmes huiles essentielles qui vont agir. Donc, si on prend suivant la personne. Suivant la personne. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si on ne connaît pas la psychologie et aussi les propriétés psycho-émotionnelles et énergétiques de l'huile essentielle, on ne va pas être aussi ciblé, on ne va pas être aussi efficace. Plus l'aromathérapeute aura une approche holistique, plus il va un peu se séparer de l'approche purement phytoallopathique, si on peut le dire comme ça, qui est juste focalisée sur le symptôme. On peut le faire avec les huiles essentielles, mais vous serez beaucoup plus efficace si vous avez une approche plus holistique. Et pour revenir sur notre petite histoire d'aromatogramme, par exemple, on a vu, à un moment donné, je collaborais étroitement avec une médecin pédiatre, en fait. Et elle avait fait un aromatogramme sur une petite fille de 11 ans qui, à peu près régulièrement, une fois par mois, elle faisait une cystite. La mère, elle en avait un peu marre de lui donner des antibiotiques, donc là, elle est allée voir cette médecin qui était elle avait une approche un peu différente. Et on avait vu dans l'aromatogramme que l'huile essentielle qui agissait de manière plus fulgurante, en fait, celle qui tue carrément le germe instantanément, en fait. D'habitude, dans l'aromatogramme, si l'huile essentielle agit un petit peu, on le mettait une croix, si elle agissait moyennement 3 croix, et si elle agissait vraiment complètement, c'était 5 croix. Et l'huile essentielle qui avait 5 croix, c'était le palmarosa. Or que le palmarosa, OK, il est bactéricide, virucide et fongicide, mais ce n'est pas forcément l'huile essentielle qui agit chaque fois. Et le palmarosa, énergétiquement, on considère que c'est une huile essentielle qui agit pour quelqu'un qui culpabilise. Et la pédiatre voulait savoir pourquoi cette petite fille culpabilisait. Ce qu'il faut savoir, à l'époque, la pédiatre me faisait... À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Elle me faisait le fax des résultats de l'aromatogramme. Moi, je regardais l'aromatogramme et je vois le résultat et je vois cette palmarosa qui agit fort. Et je dis, mais la petite fille, elle doit culpabiliser. Puis la pédiatre... Oui, parce qu'il y a une information émotionnelle. Voilà, exactement. Une information émotionnelle très forte. Et je dis, et la pédiatre me dit, je ne sais pas, mais je veux poser la question à la maman. Et ce qui s'est avéré, c'est que la petite fille, les cystites, elle les faisait d'habitude le lundi. Quand elle revenait du week-end de son papa, les parents étaient séparés. Et en fait, elle culpabilisait de laisser sa maman seule le week-end. Et cette culpabilité lui a amené chaque fois cette cystite. Et c'est intéressant parce que la pédiatre, ça lui a permis de donner aussi des suggestions à la maman. La maman, elle avait une information pour savoir comment faire pour que sa fille ne culpabilise plus. Donc, c'est une approche très différente que si vous donnez juste un bactéricide, virucide et fongicide à la petite fille. Ça veut dire que finalement, quand on va travailler en aromathérapie, on va plus soigner l'émotion de base que le mal physique. Je dirais on va à la source. Et des fois, les huiles essentielles, ils travaillent même où nous, on ignore, en fait. C'est-à-dire que vous êtes encore surprise, vous, par l'action de Je certaines reste huiles. émerveillée. C'est super. Ouais. Vous parlez de la sensualité du remède. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que les 5 sens sont le premier outil de l'aromathérapie avant Oui. même l'huile essentielle? Je pense que l'aromathérapie est la thérapie la plus sensuelle qui existe. Parce qu'elle touche tous les sens. Ça veut dire... D'ailleurs, là aussi, je peux dire, il y a des aspects culturels qui interviennent. C'est pour ça aussi c'est une thérapie qui va être plus populaire
dans un environnement où la sensualité est plus prise en considération. Voilà, ça veut dire une population qui va savourer un bon remède, un bon plat, qui va peut-être aussi profiter d'un climat, sentir l'air. C'est vraiment sensuel, en fait, comme thérapie. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un dialogue entre l'homme et la plante? Oui, définitivement. On peut même aller beaucoup plus loin. On sait que les temps, ils sont ce qu'ils sont. L'aromathérapie, d'une part, les huiles essentielles sont distillées depuis des siècles. Mais pourquoi la nature nous a amené ces dernières décennies de produire autant d'huiles essentielles? Alors on peut dire que c'est l'homme qui a décidé, je ne suis pas convaincue. Je pense que c'est vraiment une manifestation même de la nature. On a besoin aujourd'hui de ça. Que retenir de cette émission? Le besoin de se reconnecter à la nature n'a jamais été aussi présent et aussi fort. Surtout, suite à la crise sanitaire qui nous a conduits à nous isoler dans nos logements. Et jamais l'envie de rendre ce cocon verdoyant, parfumé, agréable, protecteur, apaisant ne fut aussi important. De ce fait même, l'aromathérapie gagne incontestablement à retrouver toute sa place dans nos vies et dans nos pharmacies. Comme le disait Hippocrate, que notre mode de vie et notre alimentation soient notre première médecine. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur notre web radio, Radio Bablut. Bablut. Bablut.